Donc, on va tout de suite passer au forum LNH qu'on a l'habitude de faire en deuxième pour parler de la transaction Ryan O'Reilly, donc qui a joint les Maple Leafs de Toronto. Quand même, beaucoup d'éléments qui font partie de cette transaction-là. Je vais te laisser commencer, Edouard, peut-être pour ton avis, justement. Est-ce que les Leafs sont peut-être trop donnés pour obtenir le service d'O'Reilly? Pour vrai, ça va dépendre de beaucoup de choses. Je pense que si tu vas chercher une coupe avec O'Reilly, déjà là, peu importe là, tout ce que tu donnes, ça change rien. Pour acheter une coupe, ça vaut toujours la peine, tu sais. Mais pour vrai, je pense que c'était nécessaire que les Leafs fassent ce geste-là, prouver à l'équipe qu'ils vont chercher peut-être la pièce nécessaire là, pour passer à une autre étape. C'est un vétéran, c'est un gars qui est habitué de se rendre en deuxième, en troisième ronde et même plus là, dans les séries éliminatoires. Donc ça aussi, ça peut compter, ça peut être important pour un groupe de leaders à Toronto qui n'a pas cette expérience-là encore. Donc, je pense pas que c'est un mauvais move de la part de Toronto. Peut-être que ça va être jugé sévèrement s'ils perdent encore en première ronde cette année. Mais ça, l'avenir nous le dira. Je pense que ça peut être une transaction qui peut être très bénéfique pour les deux équipes. J'ai pas de problème avec le prix que Toronto a payé pour vrai. Je pense que rendu là, ils n'ont pas le choix d'y aller all-in, puis c'est le genre de transaction que tu dois faire. Là. Hugo, de ton côté? Ouais, ben effectivement, il y a beaucoup qui vont dire Toronto avait besoin de se renforcer au niveau défensif et dans les buts. Par contre, un peu comme Éloi l'a dit, Dubas, dernière année de contrat, on essaie de faire quelque chose de quand même gros pour prouver qu'on veut investir dans l'équipe, qu'on veut investir dans nos chances de gagner. Ryan O'Reilly, c'est un gars de l'Ontario. C'est sûr qu'il va aimer enfiler le chandail des Maple Leafs. Mais une partie clé aussi qu'on parle un peu moins, c'est Noel Acciari qui vient vraiment aider le bottom six, là, si vous voulez, qui peuvent vraiment acheter beaucoup de profondeur dans l'alignement des Leafs. Puis ça, ben, ça va faire du bien naturellement. On va se poser moins de questions là, puis on aura plus confiance au niveau du temps de jeu, mais aussi de la répartition des trios. Là, donc ça va faire du bien, c'est sûr, de ce côté-là. Justement, de passer à vous, les gars, pour juste rectifier, préciser en fait la transaction. Du côté de Toronto, on a perdu les services de Mikhail Abramov, donc un espoir, Adam Gaudette, un choix de premier tour en 2023, troisième tour en 2023 et deuxième tour en 2024 qui s'en vont tous aux Blues de Saint-Louis. Le Wild du Minnesota obtient aussi un choix de quatrième ronde en 2025 pour retenir une partie du salaire d'O'Reilly. Donc, c'est quand même un gros package pour aller chercher O'Reilly. Marc-Antoine, de ton côté, qu'as-tu pensé de la transaction? Moi, j'avais oublié en regardant le match contre Toronto, Canadien contre Toronto, à quel point O'Reilly manquait de patin. Ça va être difficile peut-être de jouer, d'aller compléter les joueurs un peu plus rapides comme Marner et Matthews, mais en même temps, un gars qui a l'expérience des séries, qui a gagné la Coupe Stanley, c'est quelque chose qui me manquait. Ils ont des joueurs qui ont été un peu plus âgés, qui sont un peu plus âgés, comme Giordano, par exemple, en se disant il y a du leadership, mais c'est pas nécessairement quelqu'un qui peut prêcher par l'exemple parce qu'il n'a jamais gagné de Coupe Stanley ou même de médaille d'or. Donc, je pense que à un certain point, il fallait qu'ils fassent ce geste-là. Parce que c'est un peu ce que Tampa Bay fait, c'est-à-dire ils savent que leur noyau est solide, puis ils savent que s'ils veulent gagner, c'est maintenant. C'est-à-dire que de donner 2 choix de première ronde pour Eagle, je pense que O'Reilly vaut au moins un choix de première ronde. Je suis d'accord aussi avec Hugo. La carte cachée, probablement Noel Acciari. Même que, bien franchement, je pense que souvent, quand le top 6 performe pas, j'ai l'impression que c'est souvent en série, quand les 3e et 4e lignes qui vont chercher un petit peu plus d'ascendant offensif, qui sont capables d'aller chercher des gros buts. Je trouve qu'Acciari joue comme un joueur de 6 pieds 4, alors qu'il est 5 pieds 11. Je trouve qu'il joue avec du chien, je trouve qu'il joue avec de la hargne, de la vitesse, il est combatif. C'est un joueur qui amène beaucoup d'émotions. Donc, je pense qu'il n'y avait pas le choix de faire ce geste-là. Et tranquillement, pas vite, les équipes qui se sont commises à faire des échanges, je pense que ça va faire mal aux équipes justement qui attendent peut-être la date limite. Là, des équipes un peu comme Edmonton qui n'osent pas encore, je pense, donner leur choix de première ronde, donner des espoirs pour aller chercher des pièces qui vont complémenter peut-être le top 9. Et dans leur cas, ce serait probablement aussi le top 4 et 6 parce que c'est vraiment problématique à la défense et dans les buts. Mais je trouve que vraiment, en allant chercher O'Reilly, ils vont chercher quelque chose qui leur manquait. Puis en même temps, c'est probablement juste pour un an. Fait que si O'Reilly n'a pas de patin cette année, ils n'auront pas à souffrir d'un contrat qui s'étire jusqu'à ce qu'il ait 36-37 ans. Ce qui est intéressant, Hugo en parlait, c'est quand même un gars de la région, donc peut-être même à la limite un nouveau contrat, mais un tout petit contrat, un peu dans le style de ce qu'on a vu avec Jason Spezza, Joe Thornton dans les dernières années, même Patrick Marleau, aller chercher un vétéran qui peut compléter et qui va être fier de porter le maillot aussi. Julien, de ton côté, que penses-tu de la transaction?
Moi, je suis pas d'accord avec cette transaction-là. Je trouve que c'est beaucoup trop cher. À Cherry, tu vois, ça, j'étais d'accord. On aurait pu probablement l'avoir pour un troisième. Puis on aurait pu garder la munition du premier puis du deuxième tour pour un défenseur top 4. Je regardais justement les centres avec un pourcentage au-dessus de 50. Ben, évidemment, il y a Tavares, puis Matthews, puis aussi Kempf, puis t'as Kerfoot qui est capable de jouer au centre, t'as Yarncroc qui est capable de jouer au centre. Puis comme elle dit, c'est un leader incroyable, il est bon dans les mises en jeu, mais il n'y a pas de vitesse, il n'y a aucune vitesse. Puis il y en a d'autres, je pense, qui peuvent prendre les mises en jeu défensives dans le bottom 6, surtout avec Hatchery. Hatchery aussi est au-dessus de 50. Donc, si on était juste allé chercher Hatchery, mettons, pour le bottom 6, moi, je pense que ça aurait été correct. Puis justement, il y a du chien, puis il travaille fort. Peut-être une autre pièce aussi de top 6, de bottom 6, puis un défenseur top 4. Moi c'est vraiment ça que je serais allé chercher. Justement, c'est niaiseux, mais David Savard, je suis sûr que si j'aurais offert un premier et un deuxième pour David Savard, au niveau leadership, au niveau expérience de Coupe Stanley, ça vaut Riley, mais il comble un trou qui est beaucoup plus vide. Moi, personnellement, j'aurais fait ça à Hughes, je suis convaincu qu'Hughes aurait réfléchi. Puis, ça aurait été justement une pièce qui aurait beaucoup plus de sens pour moi, pour ce qui manque à Toronto. Donc, moi, je trouve que c'est trop payé pour quelqu'un qui a le patin qu'il a, puis qui va jouer au troisième centre. C'est un choix de 1-2 pour un troisième centre avec du leadership. Je trouve ça beau. Mais je pense qu'il n'a peut-être pas fini. Puis Kerfoot, Engvall, ça peut devenir des pièces qui peuvent peut-être flipper à une autre équipe, aller chercher d'autres morceaux, peut-être en défense aussi, qui peuvent aider. Mais ils sont vidés solides. Là. Ouais, c'est sûr. Il y a le choix de premier tour dans comme une autre année, mais tu ne peux pas prendre un autre joueur de location avec un autre choix de premier tour. Parce que là, l'année prochaine, si tu redonnes un push, là, tu n'as plus rien. Tu ne peux plus acheter personne. Si c'est ton année, on s'entend, Dubas n'a pas le choix d'avoir des résultats cette année. Comme tu dis, là, c'est là. Donc, on n'a pas le choix de gagner maintenant. Si, exemple, ça prend un autre choix de premier tour échangé pour gagner la Coupe Stanley, je pense qu'on ne dira pas non à Toronto, mais c'est sûr c'est risqué. Si ça ne marche pas cette année, tu n'as plus rien par la suite, mais il y a des équipes qui l'ont fait et ont trouvé le moyen quand même de trouver le moyen de faire des transactions dans les années suivantes, malgré tout, avec certains éléments. Puis on n'a pas encore trop touché aux espoirs. Il n'y en a pas beaucoup à Toronto, mais il y a quand même quelques jeunes encore disponibles qu'on peut échanger. Donc, ça peut se faire. Mais c'est sûr, évidemment, c'est un risque qu'on prend présentement, mais on n'a pas le choix. On est dans la fenêtre. Il y a des joueurs importants de l'équipe qui ne sont pas signés pour les prochaines saisons non plus. Donc, on veut vraiment faire le push dès maintenant. Un qui n'a pas été content, en fait, de la transaction initialement de Vladimir Tarasenko à New York et possiblement qui n'a pas été content non plus de la transaction de Riley à Toronto, c'est Patrick Kane qui aurait aimé se retrouver dans ces deux marchés-là. Mais Patrick Kane est toujours disponible sur le marché des transactions. Donc, on se doute qu'il devrait bouger d'ici la date limite. Ma question pour vous, c'est est-ce qu'il y a toujours des marchés potentiels pour lui? Et si c'est le cas, qui serait intéressé justement à aller le chercher? Je vais commencer avec toi, Julien. Ben, c'est sûr que t'es toujours intéressant un gars comme ça, qui a gagné 3 Coupes Stanley, qui a encore beaucoup de bon hockey. Il est encore pas loin du point par match. C'est sûr qu'il y a une équipe qui peut s'intéresser. Bon, il y a toujours la question de son salaire, mais comme on a avec Toronto, ça se fait à 3 équipes. Fait qu'il reviendrait peut-être à 2,75 millions. Là. Donc, ça peut se faire. Mais ça va vraiment dépendre de lui, là, de ce que je vois. Moi, à sa place, honnêtement, j'irais. Taves, probablement qui est out, puis peut-être même sa carrière est en jeu. Puis, bon, peut-être qu'il y a le Blackhawks, ça te touche sur le cœur, mais tu es en fin de carrière, tu vas signer ton dernier contrat dans bientôt. Honnêtement, va gagner quelque chose. Peu importe l'équipe. Tout le monde est pris à gorge. Honnêtement, on a entendu des rumeurs des Oilers. Ils n'ont pas besoin de ça, mais bon, ils peuvent toujours aller chercher. Là, mais c'est pas ça qui manque. Peut-être sur un top 6. Peut-être sur un top 6. Ben, tu vois, Devils, je trouvais qu'ils pourraient ajouter un top 6 à l'aile. Peut-être même les Hurricanes aussi. Ça serait des équipes peut-être intéressantes, mais encore là, il faut qu'ils y aillent. Puis dans l'Ouest, honnêtement, je ne vois pas grande équipe où il fitterait nécessairement là, sur le top 6. Là. Mais honnêtement, moi, j'ai vraiment... T'as dit quoi, pardon? Vegas. Vegas. Toujours un moyen.
C'est la seule que j'aurais nommée, mais ils n'en ont pas besoin, mais eux, c'est leur style de ramasser ce qu'ils ont déjà. Puis, en tout cas. Puis Edmonton aussi, on dirait. Mais honnêtement, j'ai de la misère à le voir avec d'autres équipes. Peut-être Boston, ça aurait été incroyable aussi. Ça aurait pu être une équipe. Mais là, bon, il semblerait là, que Gavrikov s'en va là et que ça coûterait un choix de premier tour. Fait que là, Boston, les connaissants, ils ne commenceront pas à gaspiller plein de choix de premier tour. Puis les connaissants aussi, comme Nicolas a dit hors d'onde, probablement qu'ils vont avoir un contrat là, avec Gavrikov de 4-5 ans, peut-être tout ça en même temps, là, parce que souvent ils ne payent pas pour rien. Mais en même temps, Boston, on dirait qu'ils s'en foutent un peu de leur repêchage. Là. On dirait que. C'est ça. Puis, en plus, avec le noyau vieillissant, on n'a pas le choix encore là. Encore plus que tantôt on parlait de Toronto, mais encore plus à Boston, on n'a pas le choix de gagner maintenant. Donc, peut-être ça pourrait une destination. Marc-Antoine, as-tu peut-être une destination privilégiée pour Kane? Moi, pour Kane, ça ne marche jamais à la date limite des transactions, des échanges all, des gros joueurs vedettes, ça ne marche jamais. Ouais. Parce que tu voles la place à quelqu'un qui est une vedette établie puis qui a joué 60 matchs juste cette saison avec l'équipe. Puis là, tu lui dis, excuse-moi, on va être obligé de te reléguer au deuxième ou au troisième trio parce qu'on a une grosse vedette qui s'en vient dans l'équipe. Pour moi, ça n'a pas... ça marche pas. Ça n'a pas marché avec Thomas Vanek à Montréal. Il a fini sur une 4e ligne. Ça ne marche pas avec Giroux. Il n'y a même pas finalement... L'échange a tout simplement été de dire viens finir la saison puis tu es sorti en deuxième ronde. Là. Fait que vraiment, je pense que ce type d'échange-là ne vaut pas la peine, surtout qu'il reste quoi, 1 an puis c'est pas garanti qu'il va vouloir signer. Fait que là, tu te dis, OK, il y a un gros contrat pour le moment. Fait qu'il faut trouver une manière. Tu sais, moindrement que tu veux gagner la Coupe Stanley, ton cap salarial est à peu près là. Fait qu'il va falloir qu'il y ait une équipe qui retienne l'argent. Puis probablement, tu sais, déjà, niveau cap salarial, c'est difficile. Ensuite, est-ce qu'il va vouloir re-signer avec cette équipe-là? Est-ce qu'on a les pièces pour l'échanger? Je veux dire, ça mis tout ensemble, j'ai vraiment l'impression que ça va être cet été. En fait, ça n'aura pas le choix. Ça va être cet été que ça va se jouer. Puis même là, je trouve que les équipes qui ont de la place pour le cap salarial, c'est souvent des équipes qui, tranquillement, pas vite, veulent se créer une identité avec un core, avec des joueurs qui ont sensiblement la même âge. Et là, tu vas rentrer un gars qui a quoi, 34 ans? Je suis pas certain, tu sais. Je regarde New York, puis on dit, oui, ça branle dans le manche un peu, mais si tu amènes ce gars-là, puis qui permet de compétitionner, ben, je suis pas certain que ça va... Je pense que la situation est peut-être à l'interne. Fait que toutes les équipes, je vois qu'il y a toujours quelque chose qui bloque quelque part. Où il va tomber, c'est une très bonne question. Puis surtout, je ne sais pas s'il va être capable de trouver le prix qu'il veut. Probablement qu'il va devoir demander une réduction, il va devoir accepter une réduction de salaire pour pouvoir fitter dans une équipe qui l'intéresse parce que visiblement, lui, ce qu'il veut, c'est d'autres Coupes Stanley, selon ses dires. Puis c'est d'ailleurs deux situations que je le voyais. Je le voyais quand même avec Toronto, vraiment avec New York. Peut-être Buffalo. Tu sais, c'est un gars de là. Ouais. C'est un gars de là. Buffalo, tranquillement, ça devient une destination sexy, mais encore là, Skinner à 9 millions. Les nouveaux contrats des jeunes qui va débuter à partir de la saison prochaine. Là, tu sais, Thompson, on est déjà là-dedans. Là, après ça, on va avoir le contrat à Cousins, le contrat de Samuelson. Olofsson, probablement. Probablement qu'il faudrait trouver une manière d'enlever Olofsson du portrait ou de peut-être Skinner, mais qui voudrait prendre ces contrats-là? Bonne question. Peut-être Buffalo avec un deal à 3 équipes, si j'avais à gager. Ouais, il pourrait être intéressant, effectivement, surtout qu'on est tout près des séries en ce moment. En termes même de pourcentage de points, présentement, Buffalo sera en série. Évidemment, on a des matchs en main sur les équipes devant et il faut les gagner pour les devancer, mais tout de même, on est en bonne position. Bon, je sais qu'on a fait pas mal d'équipes. Éloi, Hugo, aviez-vous d'autres noms peut-être qui J'ai juste ajouté que Buffalo ont 18 millions de marge en ce moment. Fait qu'ils pourraient prendre le contrôle complet pour la fin de la saison, sans problème. Mais tu sais, Buffalo, ça pourrait être attirant, c'est sûr. Mais dans un contexte où Kane veut gagner actuellement, ça va être un peu plus difficile. Il a été libre. En fait, les Islanders étaient extrêmement intéressants envers Patrick Kane, mais lui, ça a été un peu l'inverse. On dirait que sa destination de rêve, c'était vraiment les Rangers. Écoute, tu as évoqué l'idée tantôt, Nick, mais je pense que c'était Jules, les Bruins pourraient, avec les choix qui leur restent, avec leur banque d'espoir, on sent que la fenêtre va se fermer tranquillement, surtout avec les nouveaux contrats de Pasternak, Marchand, Bergeron qui commencent à vieillir, malheureusement. Je pense que s'il y avait une place à faire un push, en prenant en considération aussi où ils sont, c'est la meilleure équipe de la Ligue. Ils ont vraiment une puissance
puissance en ce moment, ils ont une aura. Moi, je pense que Boston, ça pourrait être vraiment une place où on devrait vraiment aller chercher Patrick Kane. Puis je pense que c'est aussi une place qui l'intéresserait là, en tant que joueur qui veut gagner une coupe encore. Éloi? Ouais, pour les Bruins, ça serait incroyable. Ça serait l'équivalent quasiment d'un super team de la NBA, c'était aller chercher Patrick Kane. Mais là, on parle de Gavrikov puis tout ça. Il faudrait qu'il y ait beaucoup de manœuvres sous le plafond salarial qui soient faites du côté de Boston aussi. Donc, c'est ça. Il y a 2 semaines, j'aurais dit, tu sais, Boston, Toronto, les Rangers, peut-être les Islanders, mais là, c'est toutes des équipes qui ont déjà fait leurs acquisitions ou à peu près. Là. Donc, ça laisse pas beaucoup d'équipes sur la liste. Tu sais, New Jersey, c'est une autre équipe qui est très bonne, qui a de l'espace, qui a Thomas Tatar sur le premier trio, donc ça pourrait être intéressant d'aller chercher un Kane. Mais est-ce qu'on est prêt chez les Devils pour gagner la Coupe Stanley maintenant? Je sais pas. Tu sais, dans l'Ouest, comme Julien l'a dit, il n'y a pas grand club pour qui c'est parfait. Mais je suis pas mal certain qu'il va être échangé. T'sais, on a vu, il a marqué 3 buts contre Toronto l'autre soir, puis très émotif là, sur la glace. Pour moi, ça a l'air d'un gars qui sait qu'il s'en va ailleurs d'ici 2 semaines. Mais c'est ça, ça va être intéressant à voir. Puis j'ai l'impression que ça va être un club un peu du champ gauche qu'on voyait peut-être pas tout à fait venir. Quand ça va se faire, on va dire « Ah, ben tu sais quoi, ça avait bien du sens. » C'est souvent ça qui se passe dans ces scénarios. J'allais dire, peut-être les Kings. Peut-être les. Moi, je serais pas surpris. Peut-être. Les Kings sont entre 2 chaises. Nos prospects, on n'aime pas ce qu'ils font présentement. Ouais. Donc, on va signer Fiala. Donc, on va chercher Dano. Donc, on va signer des gros contrats pour des joueurs comme Mickey Anderson, qui n'est pas un vilain défenseur, mais c'est quand même un gros contrat qu'on lui a donné. Fait que je serais peut-être pas surpris de le voir arriver dans une destination comme ça où il se dit, ben, tu sais, l'équipe était peut-être entre 2 chaises, puis il reste 1 année, 2, 3 peut-être à Kopitar. Puis c'est peut-être ça aussi qui reste là, à Patrick Kane. Fait que peut-être des fois un petit contrat de 3 ans, dire, ben, crime, je vais quand même jouer avec Kopitar, c'est pas rien. Et Fiala, c'est quand même pas une vilaine ligne. C'est des gros ennemis, LA et Blackhawks, les 2 dernières décennies. Là. Je lance ça dans les airs, mais Seattle, ça pourrait être une place intéressante. On fait un push cette année. Peut-être pas dans le style, mais évidemment, si on parle en termes d'espace sous le plafond, on en a. Moi, je pense pas que c'est dans le plan de Francis. Il ne s'attendait pas à une aussi bonne performance, puis connaissant son style, il va rester à son plan. Je pense qu'il ne va pas acheter, mais qu'il ne va pas vendre non plus. Il va rester comme ça. S'il fait un bout en série, tant mieux. Sinon, tant pis. Mais son équipe n'est pas prête. Moi, ça serait vraiment une équipe plus mature. Je ne vois pas non plus Blake dépenser un choix de première puis 2 contre un. Ouais. Ils n'ont pas de goaler. Ils n'ont pas. Je veux dire, je vois pas. C'est vraiment une équipe qui bat. Puis, comme a dit Marc-Antoine, les équipes, les 4-5 qui aspirent à la Coupe Stanley, mais sont à côté. Ouais. Peut-être Colorado qui n'ont pas de place, mais qui ont eu beaucoup de blessés, fait qu'il leur reste quand même un peu de cap. Puis, ouais, là, vu que Taves est blessé, ils ont perdu quand même beaucoup de joueurs durant la dernière été. Fait que s'ils veulent leur faire un push pour une 2e année, ça pourrait. Mais encore là, je suis encore d'accord avec Marc-Antoine, des joueurs étoiles top 6, c'est sûr qu'elle les connaît, des déloges des 2 premiers trios sans trop de problème. Mais souvent, c'est ça. C'est rare que ça fonctionne bien. Sinon, un autre sujet, tantôt tu as parlé un peu des Devils, Éloi, on va en parler un peu plus. Oui, il y a Kane, mais il y a quand même plusieurs autres options sur le marché. Les Devils ont quand même une excellente saison. C'est les visiteurs au Centre Bell pour le prochain match. Donc, pour discuter justement de leur saison, croyez-vous, qu'on pourrait être une équipe justement qu'on va vouloir acheter pour essayer un push dès cette année? Puis si c'est le cas, qui pourrait être intéressant? Il y a quand même quelques options. On parlait avant d'entrer en nombre, Timo Meier, qui pourrait être une option intéressante aussi. Éloi, je vais te laisser commencer peut-être de ton côté. Qui verrais-tu rejoindre les Devils? Est-ce qu'on est déjà rendu là, si on veut, dans le plan du côté du New Jersey? Ouais, je pense que la prestation de l'équipe a vraiment forcé la note là-bas cette année. Pour vrai, on n'attendait peut-être pas les Devils aussi bons que ça dans une division qui est vraiment excellente, là, si on peut dire. Par contre, au New Jersey, j'ai l'impression qu'on manque un petit peu, peut-être en défensive aussi. J'ai parlé du premier trio tantôt. Ça serait le fun de voir Meier ou peut-être un Kane. Là. On a Tatar sur le premier trio qui est peut-être mieux sur un 2e ou 3e, surtout à l'aube des séries. Mais en défensive, je trouve que on a Brandon Smith, Dougie Hamilton qui sont le premier duo en ce moment.
Puis oui, on a des défenseurs un peu meilleurs sur les autres duos peut-être, mais je pense que ça serait intéressant d'aller chercher un défenseur. Tu sais, Chikrin est disponible. Je sais que c'est pas un défenseur purement défensif ou whatever, mais c'est un bon défenseur pareil, puis ça peut être intéressant. Je pense que ça pourrait être un bon fit pour New Jersey. Mais c'est ça, juste aller chercher un gros nom pour pousser l'équipe un peu plus loin. Je pense pas qu'on va se rendre vraiment plus loin que la deuxième ronde cette année, mais ça peut être intéressant de voir en série, des fois, c'est juste un peu momentum que ça prend, puis c'est parti. Marc-Antoine? Eux, je suis vraiment impressionné du plan parce que l'année passée, je pensais qu'elle allait être compétitive. Finalement, ça n'a pas fonctionné. Puis finalement, ils se sont retrouvés avec Simon Nemec. Tu sais. Et là, tu te rends compte qu'il y a aussi Luke Hughes qui s'en vient. Fait que j'ai comme l'impression qu'ils sont à un bon spot où ils peuvent se permettre de faire un échange stratégique, peut-être avec Timo Meier, avec le contrat qu'il a. Si ce gars-là, il rentre sur ton top 6 puis t'attends sur un top 9, il y a toute une équipe de hockey. Là. Les deux premiers centres, c'est Nico Hischier puis c'est Jack Hughes. Je veux dire, c'est vraiment impressionnant quand même. Tu as vraiment comme le parfait joueur de premier centre puis le deuxième parfait deuxième centre. Alors qu'on pensait qu'il faisait une catastrophe parce qu'ils ont laissé passer Iskanen puis ils ont laissé passer Makar. Mais finalement, ils ont eu la main heureuse là-dedans. Puis je trouve que leur défensive n'est pas si mauvaise qu'on le prétend. Je trouve qu'il y a des défensives qui sont nettement inférieures à la leur. Et tranquillement, pas vite, il y a des joueurs qui arrivent. Puis il n'y a pas des tonnes de défenseurs encore disponibles. Moi, je ne comprends pas que. Mais là, tu vois, il est blessé. Mais Edmondson, c'est quelqu'un que je me dis. Je pense qu'il est à 3 500 000. Pour un gars qui a déjà gagné la Coupe Stanley, qui fitterait parfait sur un top 4, qui joue du hockey structuré, ou même David Savard, je ne comprends même pas que les gens ne se ruent pas sur ce joueur-là. Au nombre de lancers qu'il bloque, il bloque plus de lancers que les gardiens à Edmonton, puis c'est à peine une blague. Là, fait que je comprends même pas que les gens ne se pitchent pas sur lui. Une équipe comme Edmonton, là, qui sont. Écoute, à chaque fois qu'on entend une histoire de transaction, tout le temps pour aller chercher les attaquants. Écoute, leur top 9, tu ne peux pas avoir mieux que ça. Là. Je veux dire, quand c'est rendu que Nugent Hopkins joue sur ta 3 et il fait le point par match, c'est quoi que tu veux de plus? Là, je veux dire, c'est vraiment combattre le feu par le feu. Là. Il y a une bonne attaque, mais on va avoir une meilleure attaque. Mais c'est pas nécessairement comme ça que ça se joue. D'ailleurs, je ne comprends même pas qu'ils ne font pas un move pour Chikrin. Il y a un premier Yamamoto puis Broberg, puis l'échange est fait. Là, je veux dire, moi, je ne comprends pas qu'ils ne font pas cet échange-là, surtout que Chikrin est beaucoup moins mauvais défensivement qu'on pourrait le croire. Tout ça pour revenir à Timo Meier, je pense qu'au New Jersey, ce serait très, très bien. Ils ont les pièces. Ils ont en économie, on parle de cash flow. Ils ont des actifs pour faire quelque chose. Pour vraiment aller pouvoir solidifier. Puis surtout qu'il n'est pas vieux, Timo Meier. Il doit avoir quoi, 27? 26, ouais. Dans fleur de l'âge, en plus. Il n'a jamais rien gagné nulle part, mais ça reste que c'est un joueur qui joue de la bonne façon, puis qui a des mains, puis c'est un joueur que j'apprécie vraiment beaucoup, moi. Puis je suis vraiment surpris même que San Jose veulent s'en départir. C'est peut-être lui qui veut partir aussi. Ça se peut, là. Il voit ce qui se passe. Moi, écoute, elle a rejoint mon chum suisse au New Jersey, puis tout va bien. Moi aussi, c'est la destination pour lui pour plein de raisons. Premièrement, il y a une place sur le top 6. On parle de Tatar, moi, Sharankovic, en ce moment, je suis le top 6 aussi, est déplaçable. Puis, ce gars-là, en plus, il y a des chances qu'il re-signe à cette place-là. Si, honnêtement, il fait une ronde ou deux, là, ça ne m'étonnerait même pas. Fait que, moi, comme je dis, il pourrait donner un choix de première ronde, un défenseur, puis un défenseur espoir, puis quelque chose d'autre, puis dans mon avis, le deal est fait. Puis, tu vois, moi, j'adore la défensive. C'est le deuxième meilleur différentiel de la Ligue nationale. Défensive, ils sont allés chercher John Marino sur lequel, écoute, Ron Extall, je n'ai pas compris ce qu'il a fait. Là. Il a donné Matheson puis Marino, puis il est allé chercher Ty Smith puis Jeff Petrie. Il s'est tellement fait saucer dans les deux échanges. Là, ça n'a aucun bon sens. Genre, je ne sais pas à quoi il a pensé, honnêtement. Là. Fait que, tu sais, ils ont, à droite, ils ont Hamilton, Severson, puis Marino, je pense qu'il est droitier. Ouais. Puis ils ont Graves, Siegenthaler, puis Smith, puis ils ont Ball aussi comme 7e, le jeune. Puis là, comme il dit, on a Luke Hughes, puis Simon Nemec dans le pipeline. Ah, c'est bon, là. Honnêtement, la défense, là, sont gros durs, là. Puis c'est vraiment. Puis ils ont un excellent duo de gardiens de but. Donc vraiment, moi, la pièce manquante, ça serait un allié de qualité, parce que là, on a nommé tantôt les centres. Il y a même Ola, sa 3e.
qui est quand même productif. Là. À l'attaque, c'est sûr que puis il a un excellent coup de patin, puis il est quand même pas pire dans les mises en jeu. C'est pas le meilleur défensivement, mais c'est quand même pour un troisième centre. Nous autres, ça serait notre deuxième premier là, à Montréal. Fait que... Non, il est excellent. Puis tu sais, est-ce que vas-y, excuse-moi. Non, mais j'allais juste dire, je suis quand même très d'accord avec vos points. Puis peut-être juste au niveau du retour, j'ai l'impression que ce serait quand même plus élevé, exemple, qu'un choix plus un espoir. Parce qu'évidemment, il ne faut pas oublier que Meyer est RFA. Donc, il peut, qu'il signe ou non, au final, les droits appartiennent encore à l'équipe. Donc, on pourrait, si on ne s'entend pas avec lui, le rééchanger par la suite ou le signer. Donc, j'imagine que ça augmente pas sa valeur. Marc-Antoine, tu voulais ajouter? Oui, j'allais juste dire, je trouve qu'ils sont dans une position où ils sont allés solidifier ce qui est difficile à solidifier, c'est-à-dire que la ligne de centre, c'est ce qui est probablement le plus difficile à solidifier, puis d'avoir des défenseurs élites. Simon Nemec, son plancher, c'est top 4, son plafond, ben, s'il défonce le plafond puis devient un top 2, tant mieux, tu sais, mais ça reste sinon un excellent top 4 qui est extrêmement mobile. Puis Luke Hughes, ben, je veux dire, si on refait le repêchage, il sort peut-être deuxième ou ben, peut-être premier. Fait que ça reste un défenseur extrêmement mobile. Puis, écoute, il joue sensiblement comme Quinn Hughes, mais il mesure 6 pieds 2. C'est à se demander si même son niveau génétique, ça se tient à peine, là, cette histoire-là. Là. Fait qu'en plus, ça reste dans la famille, mine de rien. Là, il joue avec son frère. Dawson Mercer, c'était de ce que j'en sais, pour avoir des amis qui le connaissent un peu, c'est quelqu'un d'extrêmement un humain A1++++. Fait que si en plus de ça sur le top 6, avec les mains qu'il a, Jesper Bratt que c'est rendu que un gars qui sort d'un peu de nulle part, qui est capable de faire le point par match, puis tu es capable d'aller chercher Timo Meier, Ischier, Jack Hughes, puis si ton repêchage permet de te sortir à un moment donné un gars qui sort top 6, ou même si tu veux aller le signer, qui irait pas au New Jersey en se disant il y a ça, puis moi je m'en viens compléter. La ville est pas belle. Non, c'est vrai. Ça, c'est pas T'es pas loin de New York, par contre. T'as un petit pont, puis là, t'as New York. C'est ça. C'est joli. T'as JFK, c'est tout. T'as les Giants, les Jets de New York, that's it. Oui. Exact. Et Hugo, je ne sais pas si tu voulais peut-être ajouter. Ah ouais, moi j'ai plein de choses à ajouter. Non, pour vrai, on a fait pas mal le tour. On a fait pas mal le tour, pour vrai. Mais je lance ça dans les airs, puis pas pour partir pour une discussion. Ça fait déjà comme 30 minutes qu'on parle de ça, mais quand même. Un joueur comme, tu sais, Jules, il parlait d'aller chercher quelqu'un qui pourrait renforcer à l'aile. Un joueur comme Barbachev, qui est un gros grand gars, qui pourrait venir compléter un top 6, jouer sur le désavantage numérique, puis qui pourrait amener du support à l'aile, peut prendre certaines mises en jeu aussi. Ça peut être quelque chose d'intéressant pour les Devils à considérer. Ou justement pour donner du temps à nos jeunes de se développer. Là, c'est sûr que dans le cas de Luke Hughes puis Simon Nemec, on parle de gars exceptionnels là, qui risquent de faire le show l'année prochaine. Mais cette année, si on veut venir solidifier notre top 6, un gars comme Luke Shen, ça pourrait être intéressant. Au New Jersey aussi, un gros gars physique qui a de l'expérience dans la ligue, qui a joué pour des bonnes équipes, dont le Lightning. Ça va être à considérer, mais tu sais, je ne vais pas en rajouter davantage parce que tout a été dit sur les Devils. C'est la plus belle analyse que j'ai jamais vue des Devils du New Jersey de ma vie, pour vrai. Chapeau, les gars. Puis c'est ça, mais ça, je pense aussi que ça pourrait être des aspects intéressants si on décide de changer un peu de direction.